Bonjour, c'est Maïté la kiné. Je vous souhaite la bienvenue chez Tech Care. Tech Care, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouverez un épisode avec un expert dans son domaine, qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne, qui vient nous raconter son parcours, son histoire, ses embûches, et on l'espère, sa guérison et ses solutions, qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes t'aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement, et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas. La santé se construit avec des petits gestes du quotidien. Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup. Et surtout, cela aidera tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Rada, une consoeur kinésithérapeute. Lors de l'épisode 8 sur comment prendre soin de son périnée, vous avez été très nombreuses à me poser des questions à MP sur Instagram sur comment prendre soin de son périnée, particulièrement lors de sa grossesse et surtout le jour de l'accouchement. C'est vrai qu'on est parfois trop peu informé sur comment faire le jour de l'accouchement, comment pousser, comment prendre soin de ses abdominaux. Est-ce qu'il faut travailler ses abdominaux pendant sa grossesse? Est-ce qu'on doit masser son périnée ou non? Bref, on répond à toutes vos questions. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Rada et bienvenue chez Tech Care. Bonjour Maïté. Alors avant de commencer cet épisode et de parler de grossesse et de périnée, j'aimerais bien que tu te présentes. Alors je suis Rada, je suis kinésithérapeute spécialisée en périnéologie. J'exerce à Bayonne et je n'ai dans ma pratique quasiment que des patients de périnéologie, donc que ce soit pour les hommes, pour les femmes ou pour les enfants. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à venir nous parler aujourd'hui de grossesse et de périnée? Parce que je trouve que la grossesse, on en parle beaucoup sur pas mal d'aspects, pas beaucoup sur le périnée. Le périnée, on s'en rend compte un petit peu quand c'est trop tard. Et très souvent, quand on a des attentes par rapport à ce qu'on veut faire pendant l'accouchement, mais on n'y est pas préparé. Ouais. Et ça se fait avant. Et si on n'a pas une connaissance préalable du périnée, des abdos, de la respiration, des mouvements, etc., on ne peut pas espérer avoir le minimum de lésions, etc. Enfin, je pense que partir en connaissance de cause, c'est quand même mieux que de ne pas savoir et de se laisser un peu... Enfin, ce que je dis à mes patientes, c'est vous ne subissez pas votre grossesse ni votre accouchement, vous êtes maîtresse en fait de votre grossesse et de votre accouchement, donc de savoir, ça permet quand même de mieux maîtriser. Ah, c'est sûr. Puis être actrice de son traitement, quoi. Donc, puis de sa grossesse surtout. Et son accouchement. Ok, donc justement, est-ce que tu veux nous expliquer un tout petit peu les patientes qui viennent te voir pour la préparation, par exemple, à l'accouchement, ou je sais pas quel terme tu utilises réellement, qui viennent peut-être parce qu'elles ont mal au dos. Qu'est-ce que tu aimes leur expliquer? J'aime leur expliquer comment ça marche déjà au niveau de l'anatomie, au niveau de la physiologie. Je leur explique ce que c'est que le périnée parce qu'en général, souvent c'est des primipares, donc des patientes qui viennent pour une première grossesse et qui ne savent pas encore ce que c'est que le périnée, ou du moins vaguement. Donc j'aime bien leur expliquer, leur montrer ce que c'est, leur faire prendre conscience en fait de ce que c'est en termes de contraction, de rôle, pour que après ce soit plus simple. Faire ce qu'on appelle la proprioception du périnée quand il n'y a pas de problème, c'est quand même plus efficace après de pouvoir le travailler quand il y a un problème, quand on sait déjà de quoi on parle. C'est sûr. Donc je leur explique par rapport au périnée justement, l'anatomie, comment ça marche en temps normal, leur faire ressentir un petit peu les choses, et je leur explique qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse qui va faire que il va y avoir des modifications, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui va changer pendant l'accouchement. Globalement c'est ça. Et donc je parle et du périnée et des abdominaux, donc toujours dans cette même dynamique où on va parler de l'anatomie, de la physiologie en général, de faire prendre conscience en fait du rôle en fait du travail des abdominaux aussi, et leur expliquer qu'est-ce qui change pendant la grossesse. Pareil pour le diaphragme et la respiration, pareil pour le bassin, etc. C'est ça, c'est toujours un ensemble entre périnée, abdominaux, diaphragme, respiration.
C'est toujours la même chose. Ça, c'est toujours la même chose. Et en général, quand elles viennent consulter, au départ, c'est plus par rapport à des problèmes de dos. Et quand on comprend les problèmes de dos liés à la grossesse, donc comme elle en a parlé, notre consoeur dans le dernier podcast, c'est ça. Enfin, c'est vraiment un ensemble. Donc travail abdominal, travail de la respiration, travail périnéal, dû à cette distension physiologique et à ce relâchement physiologique des ligaments. C'est ça. Ouais. Et comme disait Julie justement dans le dernier épisode, elle disait surtout que les maux de dos pendant la grossesse c'était fréquent mais que c'était pas normal. Et en effet, du coup, tu vas l'expliquer aussi un tout petit peu. On va essayer peut-être d'expliquer un peu plus qu'est-ce qui se passe réellement pendant la grossesse qui change dans le corps. Donc on comprend que c'est fréquent et que du coup ça a peut-être une explication, mais pour autant on peut faire plein de choses pour éviter les douleurs et surtout pour préparer un bon accouchement. C'est ça. Donc est-ce que tu peux nous résumer qu'est-ce qui se passe quand on tombe enceinte, qu'est-ce qui change dans notre corps Alors déjà dans un premier temps, il y a une hormone qui va être sécrétée qui s'appelle la relaxine et qui va venir détendre en fait tous les ligaments et toutes les structures un petit peu tendineuses. Et donc cette relaxine, ça va faire un petit peu l'effet d'une entorse. Donc, sauf que c'est une entorse qui est physiologique pendant la grossesse parce qu'elle est sous effet de relaxine. Donc en temps normal, quand on a une entorse, bon, ça fait mal. Et là, c'est physiologique, mais du coup, c'est pas parce que c'est physiologique qu'il faut laisser subir en fait. Et donc cette relaxine, elle permet en fait de préparer ce bassin à la sortie du bébé, donc dès les premiers jours de grossesse. Mais la relaxine, elle va pas être ciblée. Le corps ne va pas pouvoir envoyer cette relaxine à certains endroits précis du corps, donc ça va être un petit peu partout. Donc ce qui explique aussi que les femmes enceintes sont plus souvent sujettes aux chutes, aux entorses, d'autres zones du corps, etc. Parce que toutes les articulations se retrouvent fragilisées. Travaillant la mobilité, on va pouvoir retravailler notamment sur le ligament utérosacré. En fait, pendant la grossesse, le ligament principal, les douleurs principales que vont rencontrer en fait les femmes enceintes, ça va être les douleurs du bas du dos. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un ligament qui va relier l'utérus, qui va venir tourner tout autour de l'utérus et qui va se fixer au sacrum. Le sacrum qui est l'os de la base de la colonne vertébrale. Et donc, en s'élargissant, l'utérus va venir tirer sur ce ligament utérosacré et en détendant les abdominaux en fait vont se détendre, se distendre et le poids va partir plus en avant et ce ligament utérosacré va se retrouver en fait vraiment très élargi. Donc, d'une part par la relaxine, mais en plus par le poids du bébé qui va venir tirer en avant. Et du coup, la femme enceinte va essayer de compenser comme elle peut, mais c'est pas forcément la bonne manière de compenser. Donc effectivement, il y a des compensations, et c'est là où c'est important de comprendre les choses, parce que très souvent, la femme enceinte, elle va essayer de compenser en se cambrant davantage. Et en fait, en se cambrant encore plus, elle va tirer encore plus sur son ligament utérosacré. Donc elle a l'impression d'être soulagée, elle va mettre ses mains typiquement sur ses hanches pour essayer de se soulager. Elle va dire, j'ai toujours mal au dos. Et en fait, c'est vraiment l'inverse qu'il va falloir faire. Et comprendre que ce ligament qui part vers l'avant, pour pouvoir le soulager, c'est plutôt l'inverse d'une rétroversion, ce qu'on appelle une rétroversion du bassin qu'il va falloir faire, mettre le bassin plutôt vers l'arrière pour éviter en fait cet étirement de ce ligament et soulager en fait la tension sur le sacrum. Et du coup en pratique, est-ce que tu conseilles à tes patientes plutôt d'être tout le temps en rétroversion ou plutôt de faire des exercices qui viennent aider en rétroversion? Alors de toute façon je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Ce qui va aider, ça va être la mobilité, le changement de posture, etc. Donc il n'y a pas une position à avoir, de toute façon c'est impossible de rester en rétroversion tout le temps, et encore plus pendant la grossesse, mais par contre pour venir soulager ces douleurs, essayer de travailler justement sur le ballon, au sol, etc. pour venir travailler cette rétroversion du bassin. Donc ce serait presque plus un enchaînement de antéversion, rétroversion, donc basculer le bassin vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, et puis pendant la grossesse, on préconise aussi des exercices, des postures, des étirements qui vont aller en rétroversion, qui vont pouvoir les soulager. Donc, très souvent, les problèmes qu'elles vont rencontrer, c'est quand je dors, quand je suis debout, quand je regarde la télé. Enfin voilà, donc on va essayer de s'adapter, justement, de leur donner des clés pour pouvoir bien être installées et éviter d'augmenter en fait cette douleur lombaire. Et du coup, on avait dit que cet utérus, il avait tendance forcément à grandir et à venir chercher vers l'avant, donc à distendre un tout petit peu les abdominaux. Et donc les abdominaux, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils fonctionnent plus du tout? Alors si, ils fonctionnent. Alors faut savoir que les abdominaux, à partir du 6e mois de grossesse, globalement,
ils entrent dans une phase en fait de distension. Donc ils vont venir s'écarter, se faire étirer en fait par le poids du bébé. Et donc à partir du 6e mois, ils perdent en compétence abdominale. En fait, il y a une inversion qui se fait au moment à peu près du 6e mois. Donc jusqu'à peu près 6 mois, enfin après ça peut être plus tôt pour les femmes qui ont des distensions abdominales très importantes dès le début de la grossesse. Globalement, en début de grossesse, les abdominaux sont encore compétents. Et à partir de 6 mois, ils perdent justement en compétence parce qu'ils deviennent tout distendus. Et donc cette compétence abdominale, ça va être vraiment la clé de tout le reste en fait. Les problèmes pendant la grossesse, ça va être les problèmes pendant l'accouchement, et si on travaille pas, si on prend pas en compte cette distension abdominale pendant la grossesse, on va pas pouvoir avoir l'accouchement de nos rêves, etc. Très souvent, on a des femmes malheureusement qui arrivent, ça a été mon cas personnel aussi, en tant que kiné, je savais qu'il fallait pousser en expirant, mais je ne savais pas à l'époque pourquoi pousser en expirant, je savais que ça allait protéger mon périnée. Dire je veux pousser en expirant et arriver sans y être préparé, au niveau respiration et au niveau abdominal, forcément ça marche pas. Et pourquoi alors il faut pousser en expirant ? Alors pourquoi est-ce qu'il faut pousser en expirant ? Parce que quand on va expirer, avec une bonne compétence du diaphragme et une bonne compétence des abdominaux, on va venir accompagner la contraction utérine avec une bonne force au niveau abdominal en fait, et c'est cette force-là qui va se suppléer à la contraction utérine pour pouvoir guider le bébé vers la sortie et le pousser vers la sortie. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on arrive à bien pousser. On arrive à bien pousser en limitant les lésions sur le périnée. Dans les accouchements physiologiques, si on prend le cas de la poussée, c'est quand on voit une femme accoucher sans aide extérieure, en fait, on va entendre un râle qui vient très profond, en fait, qui est une expiration freinée. Donc elle va expirer, elle va faire... Donc elle va expirer, mais en freinant, du coup, elle va augmenter en fait sa force au niveau diaphragmatique et abdominal pour aller sortir le bébé plus facilement et en protégeant son périnée, parce que la physiologie protège le périnée. Ouais, mais souvent aussi, moi je pense que les patientes, quand elles le font de manière physiologique dans d'autres pays, elles s'en rendent même pas compte. Je pense qu'elles réalisent même pas pourquoi elles font justement cette expiration freinée, comme tu le dis. Elles le font naturellement, c'est comme les animaux en fait, sans trop y penser. Mais bon, c'était quand même important de le savoir, pourquoi il faut pousser du coup en expirant. Et comme tu as dit, c'est important de le savoir. Et pas juste arriver... Et le savoir, et surtout s'être entraîné avant, parce que c'est... comme j'aime le dire à mes patientes, l'accouchement c'est un marathon. Et si vous arrivez comme ça le jour du marathon et dire je veux courir le marathon, ça va pas marcher, il faut vous être préparé avant. C'est sûr. Donc c'est exactement la même chose. Si on s'y est pas préparé pendant la grossesse, on va pas pouvoir faire ce marathon de la manière dont on le souhaite. Oui, voilà. Et puis surtout en profiter et prendre plaisir à... C'est ça. Et limiter la casse en fait, c'est surtout ça. Aussi. Et quand tu parles de compétences abdominales, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qu'est-ce que tu entends par compétences abdominales et compétences diaphragmatiques ? Alors la compétence abdominale, j'aime bien les faire tester les gens, donc là les personnes qui écoutent, ils peuvent peut-être le faire en même temps. Oui. Poser leurs mains sur leur ventre et tousser et voir ce qui se passe. Si le ventre est sorti pendant la toux, c'est que les abdos ne sont pas compétents. Si en toussant le ventre est rentré, c'est que les abdos sont compétents. Et quand on teste la compétence abdominale, donc à partir de 6 mois justement, quand il y a cette distension abdominale, le ventre sort systématiquement. Donc, et ça, on s'en rend même pas compte en fait qu'il y a cette inversion qui se passe. Et donc c'est à ce moment-là qu'on se retrouve très, très souvent justement à avoir des douleurs à partir de 6 mois, quand le bébé commence à prendre plus de place. Cette compétence abdominale, elle peut se travailler pendant la grossesse, et elle doit se travailler pendant la grossesse. Pour être plus facile à récupérer aussi après en postpartum. Aussi. Et pour limiter les pressions sur le périnée qui sont exercées pendant la grossesse. Parce qu'en fait, le mur abdominal, en fait, il va venir amortir les pressions à l'effort. Et ce que j'aime dire, c'est que ce mur, quand il amortit la pression est envoyée ensuite sur une zone qui est entre l'anus et le coccyx. Et voilà, qui est faite pour ça. C'est une zone qui est faite pour amortir toutes ces pressions-là. Sauf que quand le mur part en avant parce qu'il n'est plus compétent, donc ça se réfléchit, c'est une question de réflexion en fait, donc les pressions vont se réfléchir toujours sur ce mur mais qui part un peu plus en avant, et du coup ça va venir
se réfléchir sur une partie qui est centrale du périnée, et du coup ce périnée qui à la base ne prenait pas les pressions sur lui se retrouve à amortir les pressions parce que les abdos au-dessus n'ont pas fait leur boulot, et donc en amortissant ces pressions très régulièrement il se retrouve à être fragilisé. Et c'est pour ça, c'est à ce moment-là aussi on doit essayer de préciser la fameuse question qu'on a souvent autant par nos patientes que sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que j'ai besoin de rééducation après une césarienne? On va peut-être expliquer soit maintenant, soit un peu plus tard, mais parce que forcément la césarienne vient jouer sur les abdominaux, et que surtout pendant la grossesse, comme tu l'as dit, on a perdu cette compétence abdominale qu'il faudrait travailler et qu'il faudrait du coup récupérer aussi. C'est ça. Et donc la rééducation après une césarienne, oui absolument, parce que déjà donc cette grossesse va venir automatiquement entraîner une distension abdominale, donc automatiquement pendant la grossesse, même s'il n'y a pas de fuite, il y a des femmes qui ne vont pas avoir de fuite, mais ça n'empêche que le périnée est mis à rude épreuve. Et donc du coup, le périnée est fragilisé pendant la grossesse. Les abdos sont fragilisés pendant la grossesse parce que justement ce mur n'est plus là. Et donc même s'il y a eu une césarienne, il y a déjà eu cette grossesse avant qui vient fragiliser le périnée, fragiliser les abdos. Et quand on me pose la question est-ce que je dois faire une rééducation périnéale ou une rééducation abdominale, moi je dis que c'est la même chose, parce que le périnée et les abdos ça va ensemble. On va pas pouvoir faire une rééducation périnéale sans traiter les abdominaux, et on va pas faire de rééducation abdominale sans parler du périnée. Donc c'est vraiment une rééducation périnéo-abdominale et diaphragmatique. Ouais, c'est ce que j'allais te rajouter. Il en manque un dans l'histoire. Et donc du coup, déjà il y a cette grossesse qui va être une première raison de faire de la rééducation après une césarienne, et surtout après une césarienne on a les abdos qui sont encore plus fragilisés parce que les abdos ont été écartés, il y a eu une cicatrice quand même sur l'utérus et sur le péritoine, etc. Donc toute cette cicatrice doit être travaillée pour éviter les adhérences, pour avoir un meilleur travail abdominal, que les tissus musculaires viennent bien glisser, etc. Donc déjà ça. Et en plus, ces abdos qui ont été fragilisés par l'écartement en fait, lié à la césarienne, donc si on a bien compris, les abdos c'est un peu ce qui va protéger le périnée. Donc si les abdos ne sont pas compétents, le périnée va souffrir. Donc c'est super important de faire sa rééducation après une césarienne. Ouais. Et puis moi je précise aussi un tout petit peu, la dernière fois on en a parlé, la cicatrice de césarienne quand on la travaille en kiné, c'est pas que pour l'esthétique, comme tu l'as dit, c'est parce qu'il faut être sûr que du coup elle l'adhère pas, pour que tout coulisse bien, et puis surtout pour récupérer cette compétence abdominale que des fois avec une cicatrice on n'a plus, parce que cette cicatrice n'a pas encore bien récupéré et cicatrisé. Voilà. C'est ça. Et moi, ce que j'aime bien expliquer à mes patientes, encore une fois, j'utilise beaucoup des images, mais je trouve que ça marche bien. Quand vous avez des rideaux et que vous avez ouvert la fenêtre, que votre rideau s'est retrouvé coincé dans la fenêtre, que vous avez fermé la fenêtre. Votre rideau, est-ce que vous pouvez le remettre en place en tirant au bout? Oui, mais je garantis pas l'état de mon rideau. Déjà, on garantit pas l'état du rideau, mais en plus, il est coincé. On voit bien qu'il y a une tension de ce rideau qui, du coup, ne peut plus se laisser coulisser sur son rail. Et donc, c'est un petit peu ça. Pour que les tissus puissent coulisser les uns sur les autres, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'adhérence. Et quand il y a une cicatrice, mais quelle qu'elle soit dans le corps, il faut aller la travailler, parce que c'est pas juste au niveau de la peau, c'est pas juste au niveau esthétique, c'est vraiment au niveau à l'intérieur, pour que tous les tissus qui soient à l'intérieur puissent être libres de leur mouvement, et du coup il n'y a aucune entrave pour un bon travail. Ouais. Et encore une fois, le mouvement c'est la clé, parce que c'est ce qu'on a besoin dans le corps. Exactement. C'est un autre débat. Mais en effet, du coup, cette césarienne là, on comprend que la cicatrice, c'est pas que esthétique, il y a besoin de la travailler, et que comme on a dit, du coup, il faut à tout prix faire sa rééducation périnéo-abdominaux diaphragmatique. C'est ça. On a parlé un tout petit peu du diaphragme. Oui. Lui, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu peux rappeler avec tes mots qu'est-ce que c'est le diaphragme, s'il y en a qui commencent par cet épisode? Alors, le diaphragme, c'est, on va dire, le muscle respiratoire. Moi, je préfère dire que c'est le muscle expirateur, parce qu'en fait, c'est un muscle qu'on va pas pouvoir travailler à l'inspiration. On va pouvoir le travailler qu'en expiration. C'est un muscle qui vient se situer juste en dessous des côtes, et qui va faire une espèce de coupole, et qui va descendre sur des piliers au niveau des lombaires. Et donc du coup, ce muscle-là va monter et descendre au fur et à mesure de la respiration. Donc quand on va inspirer, qu'on prend de l'air, qu'on remplit le caisson abdominal, le diaphragme va descendre. Et donc quand on va souffler, il va remonter pour venir vider les poumons. Pendant la grossesse, donc le bébé va monter de plus en plus, donc tous les viscères vont être poussés comme ils peuvent, et le diaphragme en fait n'a plus vraiment de place pour aller descendre. Donc il va se retrouver à travailler dans ce qu'on appelle dans une course plus faible. En fait, il est capable de travailler sur une plus grosse amplitude, mais on lui enlève cette amplitude par la présence du bébé. Donc du coup, le diaphragme, il travaille plus comme avant. Et les muscles, c'est en général des gros fainéants.
Et si on les sollicite pas, ils vont se limiter à ce qu'on leur autorise à faire. C'est ça, puis ils se mettent en congé, ils se disent c'est bien, je suis en vacances. C'est ça, c'est un peu ça. Donc ce diaphragme, en fait, finalement, il s'en fiche un petit peu que le bébé soit là ou pas. Il va se retrouver un petit peu coincé, il va rester très haut et il va pas aller chercher toute son amplitude. Parce que, voilà, comme tous les muscles, en fait, il va se contenter de ce qu'on lui demande et ce qu'on lui offre. Et en faisant ça, il perd en capacité. Donc c'est important d'aller travailler, même s'il y a le bébé qui est là, d'aller pousser un petit peu ce diaphragme, à travailler pendant la grossesse, à lui dire attention, tu as la possibilité d'aller un peu plus loin, de travailler, de continuer à être efficace, et donc bien travailler la respiration en faisant des grandes expirations. Alors c'est important de ne pas faire de grandes inspirations avant de faire des grandes expirations, parce que très souvent quand on fait de grandes inspirations, on augmente juste la pression sur le mur abdominal. Donc on va déjà commencer par expirer pour travailler son diaphragme, sans prendre spécialement d'air. On souffle le plus loin possible, et là l'inspiration va être automatique, et du coup on va aller chercher plus loin, mais de manière automatique. Et donc là on aura pris un peu plus d'air qu'avant, donc on va pouvoir souffler un petit peu plus. Et en soufflant un petit peu plus, on a encore une inspiration qui va être automatique et qui va aller un petit peu plus loin. Et c'est comme ça qu'on va travailler la course du diaphragme. Et donc c'est important de le faire pendant toute la grossesse. Déjà, ça détend, ça limite les problèmes de dos et ça permet d'être préparé pour le jour J. Et pour aider pour la poussée, du coup. Et oui. Ok, est-ce qu'il y a d'autres chamboulements qui peuvent apparaître pendant la grossesse? Du coup, on a dit qu'il y avait surtout la relaxine qui arrivait. Au niveau de l'hormone, il y a aussi les abdominaux. On a parlé du diaphragme. On a parlé aussi de la cambrure un peu lombaire qui apparaît. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit comme chamboulement au niveau de la grossesse dont tu parles à tes patientes? On a parlé des pressions exercées sur le périnée à cause du mur abdominal qui n'est plus compétent. Mais il faut aussi parler d'un truc important, c'est le poids du bébé, tout simplement. Enfin, pas que du bébé, le poids de l'utérus gravide, en fait, finalement, parce que c'est un placenta, c'est du liquide amniotique, c'est un bébé, et tout ça va venir se peser sur ce périnée, donc qui est un petit peu comme un hamac, et qui va se retrouver du jour au lendemain un petit peu à supporter un poids de plus en plus important, et donc il va se retrouver presque au ras du sol. C'est ça. Mais du coup, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau des abdominaux, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont cette capacité élastique, mais quand ils peuvent plus être autant étirés, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'ils s'écartent un peu. Alors en fait, au milieu des abdominaux, il y a ce qu'on appelle la ligne blanche, qui est un ensemble de fascia, de fibres musculo-tendineuses, et surtout de fascia, qui vont faire qu'en fait, ces abdos, une fois qu'ils sont complètement distendus, c'est ce fascia-là, c'est cette ligne blanche qui va venir se distendre, et ça peut entraîner justement un diastasis après l'accouchement. Donc le diastasis, c'est cet écartement de la ligne blanche. Le fait de travailler les abdominaux pendant la grossesse, ça permet aussi de limiter ce diastasis en postpartum. Donc on est d'accord qu'on peut travailler ses abdominaux pendant la grossesse. Oui, mais pas n'importe comment. On est d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que le n'importe comment? S'il vous plaît, arrêtez les crunchs. Arrêtons les crunchs, déjà, la première chose à faire, parce que c'est très mauvais. Et en général, les femmes qui font des crunchs, très souvent, c'est parce qu'elles veulent perdre du ventre, mais ça ne fait pas perdre le ventre, pas du tout. Il vaut mieux travailler les transverses, et les transverses ne se travaillent pas avec les crunchs. Et en plus de ça, les crunchs, que ce soit les hommes ou les femmes, ça a beaucoup de conséquences négatives sur l'ensemble du corps, donc même les grands droits, on peut les travailler autrement. C'est ça. Donc on oublie. Voilà. Et sinon, le sport pendant la grossesse, on pose souvent la question, c'est oui, mais en fonction de vous, si vous avez jamais fait de sport, vous n'allez pas vous mettre à faire du sport pendant la grossesse pour éviter les dégâts. Il va falloir être accompagné et faire en fonction de ce que vous faisiez avant, et à votre niveau et à votre rythme. C'est ça. Et en fonction de comment on se sent aussi, donc c'est là toute l'importance d'essayer de se faire peut-être accompagner par un professionnel de santé ou demander l'avis à son gynéco pour savoir est-ce qu'on peut se lancer, dans quoi, puis comment on peut adapter tout ça au final. C'est ça. Donc on est d'accord qu'on peut travailler ces grands droits, mais là principalement aussi son transverse pendant sa grossesse. Oui. Donc c'est pas non, mais c'est oui, mais bien fait. Alors c'est oui plus bien fait. Donc c'est un ensemble périnée, abdominaux et respiration. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as tendance à donner à tes patientes qu'elles peuvent faire par exemple à la maison, ou tu leur dis peut-être de faire attention à certains mouvements, certains gestes, ou tu leur donnes un exercice à faire à la maison? Alors à la maison, je leur demande surtout de travailler la mobilité de leur bassin. Donc je leur montre un petit peu comment se soulager le dos sur certaines postures, des étirements,
et des mouvements qu'on peut faire pour limiter les douleurs au niveau du dos. Donc en général, c'est quand même la demande par rapport aux femmes enceintes. Mais j'utilise aussi un petit sifflet en cours qui s'appelle le Winner Flow et qui permet de travailler les abdominaux, les grands droits et les transverses et la respiration et de les préparer justement en vue de l'accouchement. Et donc du coup, je leur montre comment l'utiliser, comment le calibrer, comment l'utiliser, à quoi ça sert, pourquoi. Et du coup, je leur explique que c'est ce qui va aussi leur permettre de travailler leurs compétences abdominales sans se retrouver à faire des abdominaux qui abîmeraient le périnée et puis plein d'autres choses. Voilà, c'est ça. Donc c'est un outil qu'en général elles aiment bien, que très souvent elles font tester à leur conjoint parce qu'elles n'ont pas toujours confiance en l'outil. Donc le conjoint qui lui n'a pas de distension abdominale va dire ah oui c'est vrai ça bosse. Donc voilà. Et donc c'est vraiment, je leur demande de travailler à l'aide de ce sifflet. C'est des exercices qui sont assez faciles et qui leur permettent d'en faire tous les jours et de se préparer pour le jour J, quoi. Pour le fameux marathon. Et du coup là on a parlé un tout petit peu des abdominaux, donc on a compris que tu peux t'aider d'un sifflet pour travailler un tout petit peu les abdominaux. Et au niveau du périnée, est-ce qu'il y a un outil qui peut aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose à la maison? Alors moi je leur conseille de travailler sur le ballon déjà pour avoir donc je leur explique comment ressentir le périnée sur le ballon pendant la séance. Donc on fait pas de rééducation périnéale sur une femme enceinte à moins qu'il y ait un souci de fuite, de prolapsus ou des choses comme ça. Mais la proprioception, donc de ressentir son périnée, ça peut passer par des exercices très simples, des visualisations, du ressenti sur le ballon, ça marche très bien. En général, elles en ont à la maison pendant la grossesse. Et donc, je leur demande aussi d'essayer de ressentir ce périnée et surtout de sentir la contraction et surtout ressentir en fait le relâchement du périnée. Parce que c'est ça qui va pêcher le jour J, c'est qu'elles n'arrivent pas à se relâcher, et mieux sentir la contraction de son périnée et son relâchement, ça permet aussi quand le bébé doit passer, qu'il faut se relâcher, de bien sentir si elles sont bien relâchées et pas dire ah mince est-ce que je suis relâchée, est-ce que je suis pas relâchée, je sais pas trop ce qui se passe en bas, mais voilà. Surtout des fois quand on a la péridurale ou des fois on a un peu ce doute encore plus, c'est ça. C'est quand même bien d'avoir une notion de tout ça. C'est ça. Et si du coup on veut essayer de venir l'aider à se relâcher, on entend beaucoup parler des fois par exemple du massage périnéal. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à tes patientes? Alors moi, le massage périnéal, après ça reste mon avis. Il n'y a pas d'étude qui a montré que le massage périnéal réalisé tous les jours pendant le dernier mois permettrait d'améliorer le périnée pour l'accouchement. Le massage périnéal, c'est pas quelque chose qui est facile à faire pour les femmes enceintes parce que très souvent, moi je commence déjà par leur demander de se prendre en photo ou de regarder avec un miroir pour voir à quoi ça ressemble la zone. Parce que on pense à cette zone après l'accouchement, mais avant, on sait même pas à quoi ça ressemble. C'est ça. Donc déjà, regarder, voir comment c'est fait. Parce que aller masser une zone qu'on connaît pas, finalement, c'est délicat. Commencer par regarder cette zone, comment elle est faite. Le massage périnéal, oui, pour ressentir, pour vraiment savoir les sensations qu'on a. C'est un petit peu, si moi je te touche le bras, tu sais que je te touche, si je te pique le bras, tu sais que je te pique, si je te le pince, tu sais que je te pince. Tout ça, on n'a pas ces sensations au niveau du périnée, parce qu'en fait on l'a pas travaillé dans ce sens-là, on n'a pas eu d'expérience dans ce sens-là en général. Donc aller peut-être essayer de masser, de toucher, de sentir, voir les tensions qu'il peut y avoir. Ah oui, je sens que c'est un petit peu dur, là je sens que... Voilà. Et ça, c'est un premier exercice déjà pour prendre conscience de son périnée. Le massage, déjà il se fait par voie externe, d'accord, donc, parce qu'il y a des patientes qui mettent l'huile de massage à l'intérieur, il faut éviter de mettre l'huile à l'intérieur, ça abîme les muqueuses. Faut mieux le préciser. Voilà, donc vraiment aller vers l'extérieur et essayer d'étirer pour sentir l'étirement et le muscle qui revient et sentir l'élasticité du muscle. Mais étirer pour préparer au passage du bébé, ça je suis pas d'accord. Parce que ce que j'aime à dire, c'est que le périnée, en fait, au moment du passage du bébé, il doit se détendre et il doit se distendre. Et pour se détendre, ça implique un relâchement musculaire. Donc ça, elle l'aura appris avant, la femme enceinte, de savoir son état de contraction et son état de relâchement. Donc ça, là oui, la proprioception aura servi à connaître son état de contraction et de relâchement. Et ce périnée, il doit se laisser distendre. Et pour se laisser distendre, un exemple très simple, Maïté, si tu avais un élastique qui est
trop utilisé, qui est trop distendu, qu'est-ce que t'en fais de cet élastique ? Je le jette. Voilà, et c'est exactement la même chose, il est plus efficace. Cet élastique, tu lui demandes quelque chose, mais il est trop distendu, donc il n'est plus efficace. Un muscle, pour être efficace, il faut qu'il garde cette notion d'élasticité. Et cette notion d'élasticité, si on vient à trop l'étirer, il n'y a plus d'élasticité. Il ne peut plus revenir à sa position initiale. Et c'est là où c'est important de ne pas s'acharner à aller étirer, détendre à tout prix ce périnée, parce que de toute façon, au moment où le bébé va venir appuyer sur ce périnée, c'est là où il va y avoir le réflexe expulsif, et ce réflexe va permettre d'aider justement à pousser et à sortir le bébé. L'ampliation périnéale, elle va se faire dans tous les cas, et si ce périnée est trop distendu, en fait, il va pas y avoir l'information en amont pour que le bébé continue à descendre. Moi, je pense que c'est important que le périnée garde cette élasticité pour pouvoir aider à sortir sans lésion. Oui, puis on est d'accord que le terme élasticité, je pense que c'est le bon, parce que c'est pas quelque chose de dur, c'est quelque chose au contraire qui est capable de se distendre et de récupérer sa forme initiale. Exactement. Donc c'est sur ça qu'il faut essayer d'insister un tout petit peu. Après, il y a des patientes, des femmes qui ont des périnées qui sont hypertoniques. Alors, hypertoniques, c'est qu'elles sont très contractées. Et là, on va déjà travailler sur le relâchement global, sur la respiration. Ça va déjà beaucoup aider sur l'hypertonicité du périnée. Et si vraiment l'hypertonie persiste, on va pouvoir essayer d'aller masser en séance pour essayer de régler un petit peu ces hypertonicités. Et aussi pour une prise de conscience, de dire en effet, il y a cette zone-là qui est un peu tendue, il faudrait que je la relâche, etc., etc. Et surtout apprendre à la patiente, elle, à se relâcher. Et ça, on peut le faire en rééducation périnéale, donc pendant la grossesse sur les cas d'hypertonie, à l'aide du biofeedback, donc avec le logiciel et l'ordinateur, on va pouvoir montrer que la contraction de base, la tonicité de base en fait de son périnée est beaucoup trop élevée et on va lui apprendre à se relâcher. Et très souvent, c'est ça qui va aider le jour J, apprendre à se relâcher. C'est ça. Et c'est pas toujours facile. Et le jour J, il y a aussi tout ce côté psychologique. J'ai beaucoup de femmes qui vont me dire oh là là, mais moi j'ai entendu dire qu'on faisait caca pendant l'accouchement, j'ai pas envie de faire caca pendant l'accouchement. Alors déjà, j'ai envie de dire à toutes les femmes qui vont accoucher que les sages-femmes sont habituées à voir tout type de fluide sortir du corps. Et en fait, au final, pour avoir assisté en salle d'accouchement, c'est vraiment pas ce qu'on regarde. De toute façon, il y a une poche pour recueillir en fait le sang, les liquides, parce que les sages-femmes vont verser de l'eau pour essayer d'aller aider le périnée à se détendre, à se distendre pour le passage de la tête du bébé. Donc tous ces liquides-là doivent être récoltés quelque part. Donc il y a un sac exprès pour recueillir tout ça. Alors déjà, c'est pas ce qu'on regarde. Et physiologiquement, pendant la grossesse, les derniers jours de la grossesse, il peut y avoir une diarrhée plus importante. Donc selon les femmes, ça va changer, mais en général, il y a quand même une évacuation naturelle qui se fait les derniers jours de la grossesse, donc avant l'accouchement, parce que le corps est bien fait, et du coup pour évacuer justement toutes les selles qui seraient encore au niveau du côlon et du rectum pour que justement le bébé puisse passer sans être limité par les selles. Ouais. Donc s'il y avait des selles qui sortaient, c'est vraiment un petit peu de liquide de sel, de liquide fécal, mais c'est pas grand chose. Et puis ça paraît peut-être un petit peu dégueu comme ça, mais le bébé pour les patientes, je suis d'accord. Pour les patientes, moi quand je le dis, on me regarde toujours avec des grands yeux, mais c'est important justement parce que le bébé, en passant dans cette filière vaginale, va faire son immunité, en fait il va faire son microbiote. C'est ça. Et donc du coup il va prendre toutes les bactéries de la filière vaginale. Et avec sa bouche, il va passer justement sur toute cette zone périanale et il va prendre toutes ces bactéries-là pour faire son microbiote. C'est ça. Et donc c'est très très important. Donc dites-vous que ce n'est pas grave et au contraire, ça va être encore mieux pour votre bébé. Parce que comme ça, elle aura tout votre microbiote vaginal et du coup anal au niveau de ses intestins pour que tout puisse bien se coloniser. Exactement. Donc ça, sur ça, c'est top. Donc les patientes, des fois, elles peuvent avoir cette peur-là et du coup, il faut essayer de travailler un tout petit peu cette peur-là pour qu'elles puissent se relâcher. Oui, c'est ça. Oui, parce que si elles ont peur de faire caca pendant l'accouchement, elles vont contracter le muscle puborectal qui est un des muscles du périnée et donc du coup elles vont pas pouvoir se relâcher pour que le bébé sorte. En fait, on serre alors qu'on doit desserrer.
Donc en fait on peut pas dire je veux que le bébé y passe mais je veux pas que les selles sortent, c'est pas possible. Non. Soit on relâche tout ou soit on relâche pas tout. Donc c'est vraiment important de déjà travailler là-dessus, d'être consciente de ça pendant la grossesse parce que les on-dit de la copine, oui ça sert à générer des angoisses, mais si on comprend pas que c'est important de se relâcher et que de toute façon les selles vont peut-être sortir, ben on peut pas se relâcher le jour J. Et donc sur ça on est d'accord qu'en résumé on pourrait dire qu'il faudrait autant un périnée qui soit élastique, donc qui soit aussi compétent et qu'on sache autant le contracter que le relâcher en fait. Tout à fait. C'est toujours la même histoire. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de savoir qu'est-ce que le périnée, où est-ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'on radote souvent, mais qu'on vous explique beaucoup comment est le périnée, comment sont les abdominaux, parce que une fois que vous l'avez perçu, vous pouvez beaucoup plus facilement percevoir tout ça. C'est ça. Donc c'est presque plus une éducation qu'une rééducation en vrai. Mais tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux parler au niveau du périnée, sur le relâchement ou sur le diaphragme? Alors on s'était un peu éparpillé, je crois, mais pour en revenir au massage, le massage, moi j'aime bien le recommander justement pour cette proprioception, ressentir un petit peu comment il peut s'étirer, se relâcher, etc. Et sentir la zone, parce que le jour J, le bébé va passer, donc il y a plein d'autres sensations. Donc si on n'a jamais vraiment touché, un petit peu étiré, etc., on peut pas avoir ces sensations-là. Anticiper un petit peu les sensations, même si on n'anticipe pas complètement l'accouchement, hein, c'est sûr. Donc 1 à 2 fois par semaine, sur les 4 dernières semaines. Voilà. Après, plus, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, le périnée, son rôle principal, ça va être d'assurer la continence. Donc les dernières semaines de la grossesse, il va quand même jouer son rôle. Donc ça sert à rien d'essayer de le détendre à tout prix. Hein. De toute façon, on en a parlé, ça sert à rien de le détendre à tout prix. Il y en a aussi beaucoup qui parlent des fois de l'épinot. Alors l'épinot, il n'y a pas d'études qui montrent une réelle efficacité de cet outil sur le risque de lésion périnéale après. L'épinot, c'est en fait une espèce de ballonnet qui va venir être gonflé progressivement à l'intérieur du périnée et qui va montrer en fait cette sensation de distension du périnée. Ça peut aider sur les patientes qui ont peur que ça passe pas, mais il n'y a pas d'études qui montrent l'efficacité de cet outil. Moi, je ne l'utilise jamais et je ne le recommande pas spécialement, sachant qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'efficacité prouvée là-dessus. Mais bon, on le voit des fois beaucoup circuler, surtout sur les réseaux sociaux et sur les forums. Il y a d'autres pays qui l'utilisent quand même pas mal. Moi, surtout, le message que je voulais faire passer, c'est surtout ne l'utilisez jamais seul. Enfin, non. Si à la limite vous voulez l'utiliser, même si, comme tu l'as dit, ça peut être plus ou moins critiquable parce qu'il n'y a pas d'efficacité, surtout faites-vous accompagner. Jamais toute seule. Moi je me dis que donner un outil comme ça et dire attention le périnée il faut qu'il se distende pendant l'accouchement et si vous utilisez pas ça vous allez avoir du mal à accoucher, je trouve pas ça terrible. Je préfère que la femme sache ce que c'est que son périnée, sache se relâcher et sache vraiment se relâcher au niveau respiration et au niveau du périnée et qu'elle sache aussi comment travailler ses abdos, etc. pour bien protéger son périnée pendant l'accouchement. C'est ça. Et donc je trouve que ça c'est quand même plus efficace et ça laisse une patiente active en fait de sa grossesse et son accouchement plutôt que d'utiliser un outil qui finalement je trouve est anxiogène parce qu'on reste sur quelque chose. On parle de cette distension du périnée, attention s'il n'est pas suffisamment distendu, vous risquez une épisiotomie, etc. Donc on joue sur un contexte anxiogène alors que finalement, quand on regarde la physiologie, c'est pas si anxiogène. Ouais, et puis souvent, des fois, on entend aussi beaucoup parler d'épisiotomie et de déchirure, on entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet-là aussi. Je sais pas si toi tu parles du coup d'épisiotomie ou déchirure à tes patientes, mais il faut pas oublier que si à un moment donné ça doit se déchirer, pour moi ça va se déchirer. Enfin, on peut essayer de venir le préparer parce qu'il faut, comme on l'a dit, apprendre à relâcher, etc. Mais l'épinot derrière, déjà ça a un coût. Et de 2, comme tu l'as dit, je pense qu'il vaut mieux essayer de venir déjà bien comprendre cette zone-là, savoir bien la contracter, bien la relâcher. Si déjà on sait faire tout ça, franchement c'est déjà pas mal. Oui. On est d'accord. C'est ça. Et alors par contre, il y a des études qui ont montré une autre efficacité, c'est l'application de lubrifiant à base d'eau sur le périnée par la sage-femme pendant qu'elle vient aider justement, en général la sage-femme aide avec ses doigts à sortir un petit peu la tête du bébé, donc quand on accouche par physiologie c'est un peu le cercle de feu, ça représente bien la douleur qu'on peut ressentir. L'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau est beaucoup plus efficace sur cette ampliation thoracique pour éviter les déchirures justement, donc ça par contre c'est plus efficace.
Donc ça, faudrait se renseigner avec le centre où on veut accoucher ou la maternité où on veut accoucher, s'ils le font ou pas. C'est ça. Et en parler. Donc on est d'accord que, ok, dès qu'on veut essayer de relâcher son périnée, bon, on a parlé du massage périnéal et du coup des pinous, on a dit que bon, le mieux c'était peut-être juste de découvrir la zone. Et si dans le cas contraire, on a un périnée qui aurait plutôt tendance à être faible pendant sa grossesse, si on a des fuites urinaires, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors si on a des fuites urinaires pendant la grossesse, déjà il faut les prendre en charge parce que selon le moment où les fuites urinaires vont apparaître pendant la grossesse, que ce soit au premier, au deuxième ou au troisième trimestre, il est montré qu'il peut y avoir des fuites plus ou moins importantes après la grossesse. Si on a des fuites urinaires au troisième trimestre de la grossesse, le pronostic, donc il risque d'y avoir des fuites urinaires après la grossesse, et le pronostic est quand même meilleur que si on a des fuites urinaires au second trimestre ou au premier trimestre. Et donc s'il y a des fuites urinaires pendant la grossesse, on ne se dit pas que c'est normal, et il faut aller consulter déjà pour commencer à prendre en charge la partie abdominale et le périnée plus sur une prise de conscience. Sachant que sous l'imprégnation hormonale, les tissus ne vont pas travailler de la même manière pendant la grossesse qu'après la grossesse. Donc là, ça va être vraiment sur cette proprioception périnéale et abdominale. Les fuites urinaires pendant la grossesse, très souvent, c'est des fuites liées à l'effort. Et si on travaille les abdominaux, on limite déjà beaucoup les fuites liées à l'effort. Et c'est pareil, des fois on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, encore une fois, les boules de geisha, tout ça, etc., qui sont censées renforcer le périnée. Toi, qu'est-ce que t'en penses déjà en temps normal et pendant la grossesse en particulier? Alors, pendant la grossesse en particulier, avec l'imprégnation hormonale, bon, je suis pas tout à fait favorable à l'utilisation des boules de geisha, surtout que bon, l'utilisation des boules de geisha est très bien pour travailler son périnée, mais c'est souvent utilisé à tort. J'entends souvent les femmes me dire « Ah, j'ai acheté les boules de geisha, je les ai mises et j'ai passé la journée, c'était super. » En fait, non, c'est pas super, parce que l'utilisation d'un outil comme ça, que ce soit les boules de geisha ou autre, et il faut que ce soit associé à un travail actif. Donc on met ces boules de geisha, on travaille en même temps pour maintenir le poids de la boule, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, en général, notre muscle, là, il a bien travaillé. Donc, il est fatigué. Il est fatigué, on respecte son temps de repos pour avoir un meilleur renforcement. Déjà, de toute façon, il faut respecter le temps de repos. Donc si on vient mettre cette boule de geisha qui vient tirer toute la journée sur le périnée, ça va pas être efficace. Il faut vraiment l'associer à un travail actif. Donc pendant la grossesse, sachant qu'il y a cette imprégnation hormonale importante, je préconise pas spécialement l'utilisation des boules de geisha. Le mieux, c'est quand même d'aller consulter, parce qu'on peut pas donner des conseils comme ça en fonction des patients. Il faut vraiment aller consulter, parce que si le périnée est faible par une antéversion importante, un poids vraiment déporté en avant, et qu'on peut corriger ça par un travail de mobilité, en travaillant les abdominaux, etc., ça va dépendre des patientes. Là, il faut vraiment aller consulter et faire un bilan personnalisé pour voir ce qui va vraiment pas et qu'est-ce qui va être adapté en fait pour chaque patiente. Ouais, c'est sûr. Et au niveau du coup de la grossesse, il y a aussi des fois des troubles digestifs qui peuvent apparaître. Est-ce que par rapport à ça, il y a des conseils que tu donnes à tes patientes? Alors, il peut y avoir des problèmes de constipation pendant la grossesse qui sont justement liés au fait que les intestins sont complètement refoulés en arrière. Donc, continuer à bien s'hydrater, à bien manger pendant la grossesse. Et surtout, s'asseoir sur les toilettes. Avec un petit marchepied. Donc voilà, comme la constipation, que ce soit avec ou sans grossesse, on préconise de mettre un petit marchepied en dessous pour venir ramener les hanches en hyperflexion et pour essayer d'aller libérer le puborectal et laisser les selles sortir plus facilement. Ouais. Et la respiration aussi, ça peut aider, non? Oui, tout à fait. Parce que du coup, en travaillant sur les abdominaux pour aller pousser, donc pour éviter de pousser justement pendant la défécation, on va essayer de travailler avec les abdominaux et la respiration pour essayer de faire sortir les selles plus facilement. Ouais, c'est sûr. Et le jour de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors le jour de l'accouchement, le travail, ça se fait en 2 phases. Donc il y a toute la phase de dilatation-maturation du col et la phase d'expulsion qu'on appelle la deuxième phase du travail. Donc c'est quand le bébé va sortir. Il y a pendant le travail, col utérin qui va avoir une maturation sur plusieurs niveaux. Donc là, c'est plutôt la sage-femme qui va venir expliquer tout ça. Ouais. Moi, j'en parle globalement pendant les cours, mais je préconise quand même à mes patientes d'aller voir la sage-femme pour faire la préparation prénatale avec la sage-femme qui va vraiment venir expliquer tout ça en détail.
Mais globalement, pendant cette phase de travail, il y a des contractions de l'utérus qui vont permettre au bébé de venir appuyer sur le col et le faire maturer en fait. Parce que ce col, il faut qu'il change de consistance, de position, il s'ouvre pour laisser passer le bébé. À la fin de cette phase de travail, il va y avoir la phase de poussée. Et très souvent, malheureusement, quand on arrive à dilatation complète, donc quand le col est à 10 cm, on estime qu'on peut passer à la deuxième phase, donc à la phase de poussée. Le truc, c'est que dans la physiologie, il y a un réflexe expulsif. Parce que quand le col est ouvert, ça ne veut pas forcément dire que le bébé est arrivé sur le périnée. Donc il est engagé dans le bassin, mais il a encore une rotation et une descente à faire au niveau du bassin. Et donc en fait, on se retrouve, il est engagé certes, mais il n'est pas encore complètement à la porte de sortie, et on lui demande de sortir alors qu'il n'est pas encore devant la porte. Et donc en le poussant comme ça, alors qu'il est censé descendre encore tranquillement avec les contractions, faire sa rotation et arriver jusqu'à la porte de sortie sans qu'on le pousse en fait, si on respecte la physiologie, on a moins de troubles de rythme du bébé parce que justement on va pas le forcer quoi. Enfin je sais pas si je suis très claire. Si, exactement. C'est qu'il est pas en fait tout à fait au niveau où il pourrait y avoir le réflexe expulsif, donc où on sent en fait, je pense, cette envie de pousser et où on doit pousser du coup. Voilà. Et si on veut pousser du coup avant, mais forcément il y a une partie du chemin qu'il devait faire où il devait se tourner et que si on pousse, il va peut-être pas pouvoir se tourner. Alors il va le faire, mais du coup il va fatiguer beaucoup plus et du coup on se retrouve dans des cas en fait d'urgence fétale parce que la décélération du rythme fœtal va demander une intervention. On va pas laisser le bébé se fatiguer. Donc du coup on se retrouve avec des utilisations d'instruments comme les forceps, les ventouses, etc. pour sortir le bébé, alors que si on vient attendre ce réflexe expulsif, donc il a déjà fait tout le travail avec les contractions, et au moment où il y a le réflexe expulsif, ça dure quelques minutes à peine. La poussée, une patiente qui vous dit qu'elle a poussé pendant 15, 20, 30, 1 heure, c'est beaucoup trop. C'est la preuve en fait qu'on n'a pas attendu ce réflexe expulsif. Et le réflexe, il est présent dans tous les cas. C'est avec ou sans péridurale, il y a ce réflexe expulsif. Simplement, on va pas le ressentir de la même manière. Et en fait, c'est important d'attendre que la tête du bébé arrive sur le périnée. C'est à ce moment-là que, du coup, il y a le réflexe expulsif qui va avoir lieu. Quand on est dans un cadre d'un accouchement physiologique, il y a cette envie de pousser qui est irrépressible. En fait, c'est comme si on avait envie de vomir, mais on peut pas retenir ça, quoi. Donc, voilà, c'est un réflexe. Et là, c'est le réflexe qui va permettre de sortir le bébé. Oui, et ça, les patientes, souvent, elles le traduisent comme il faut à tout prix que je pousse. C'est ça. Ouais. En termes de législation, en fait, on est autorisé, enfin, je dis je suis pas sage-femme, oui. mais les sages-femmes, personnel médical, on va dire. Exactement, sont autorisés à attendre jusqu'à 2 heures entre la dilatation complète et le réflexe et la poussée, en fait. D'accord. Donc, si on voulait attendre, on a le droit jusqu'à 2 heures pour pousser. Donc déjà, moi je demanderais à tout le monde d'essayer de dire, voilà, si on est à dilatation complète, est-ce qu'on peut vraiment attendre d'avoir ce réflexe expulsif, même si on est sous péridurale, est-ce qu'on peut essayer de se donner jusqu'au bout de ces 2 heures pour, si le bébé va bien, pour essayer de le faire descendre le plus possible et ne pas pousser trop tôt. Sachant qu'il y a des études qui sont menées depuis 2002 et qui montrent que dans un cadre de bien-être fœtal, le réflexe expulsif, il peut apparaître bien au-delà des 2 heures pour des primipares sous péridurale. Donc les primipares, c'est les femmes qui accouchent pour la première fois. Donc une femme qui accouche pour la première fois, qui est en plus sous péridurale, ce réflexe peut apparaître bien plus tard que 2 heures, sans pour autant que le bébé ait des problèmes. Souffrance. Voilà. D'accord. Donc, et ça fait quand même depuis 2002 qu'il y a des études qui prouvent qu'on peut attendre un petit peu plus dans un cadre de bien-être fœtal. Donc bon, c'est un petit peu dommage que ça ne change pas de ce côté-là. Et le fait d'attendre en fait la phase active de l'expulsion pour pousser, ça diminuerait bien sûr les décélérations du rythme cardiaque. Ça a été prouvé aussi. Donc maintenant... Puis ça éviterait autant aussi à la maman de se fatiguer, à pousser pendant des heures et puis avoir l'impression que ça marche pas et que le bébé sort pas. C'est ça. Et du coup, déjà de se fatiguer, mais en plus d'entraîner des lésions sur le périnée. C'est ça. Donc bon, ça serait bien d'essayer de prendre ça en compte. C'est ça. Mais tu vois, tu m'as appris quelque chose, je savais pas cette histoire de législation
Donc on conseille quand même du coup aux éditrices qui écoutent ce podcast d'essayer, si elles le souhaitent, de demander à atteindre ce réflexe expulsif en fait. Oui. C'est ça, Oui, qui se traduit vraiment comme une envie de... On le sent de toute façon. C'est pas parce qu'on est à dilatation complète qu'on doit pousser tout de suite. Alors je sais qu'à ce moment-là on se dit super, on va rencontrer notre bébé. Mais le mieux c'est quand même de le rencontrer dans les meilleures conditions. Et même si effectivement on nous dit je sens les cheveux de votre bébé, des choses comme ça, s'il n'est pas encore tout à fait descendu, il vaut mieux attendre qu'il descende tranquillement et pour éviter justement les lésions sur le périnée. Il peut y en avoir pas mal justement sur cette phase justement d'expulsion, c'est là où il y a le plus de lésions périnéales qu'il peut y avoir. Donc la poussée avant le réflexe expulsif, donc si une fois qu'on est à dilatation complète, qu'on n'a pas attendu d'avoir ce réflexe expulsif, et comme je t'ai dit, du coup ça peut être un facteur de lésion périnéale parce qu'on va pousser trop longtemps et du coup en poussant très longtemps on va se fatiguer, on va peut-être pas être assez efficace au bout d'un certain temps en pousser en expirant, et donc du coup on va se retrouver à utiliser quelque chose un petit peu plus fort mais très néfaste pour le périnée, ça va être d'inspirer, bloquer, pousser, et donc du coup risque de lésion pour le périnée. Le fait de ne pas attendre ce réflexe expulsif, donc diminution du rythme cardiaque fœtal, donc du coup utilisation d'instruments, les forceps, on sait que c'est un facteur de risque important sur tout ce qui va être lésion périnéale. L'épisiotomie en général, quand il y a une utilisation de forceps, très souvent il y a une utilisation d'épisiotomie. Enfin, il y a une épisiotomie pour passer les forceps. Pour passer les forceps et libérer la tête du bébé. Donc voilà, rien que cette poussée avant le réflexe expulsif, il y a pas mal de conséquences. Quand on pousse aussi sans réflexe expulsif, donc on se retrouve à pousser pendant très longtemps. Et là, je parle en connaissance de cause, ça a été un petit peu le cas pendant mon premier accouchement. Je me suis retrouvée avec 2-3 femmes, je crois que c'était des aides-soignantes, qui étaient sur mon ventre à appuyer pour que le bébé sorte, parce qu'en fait son cœur ralentissait, donc effectivement il fallait le sortir. Et effectivement il ralentissait parce que je poussais sans réflexe expulsif et que j'ai poussé pendant 3 quarts d'heure, enfin voilà. Et donc c'est quand on appuie comme ça avec une pression extérieure sur les abdominaux, il n'y a pas pire pour les descentes d'organes et pour les lésions sur le périnée. Donc voilà, c'est rien que d'attendre ce réflexe expulsif, finalement ça permet d'éviter plein d'autres conséquences sur... Donc c'est important à connaître. Oui. Et on est d'accord que de toute façon les patients ne peuvent pas le louper. Non. Même sous péridurale. Ouais, même si non, mais c'est important de le préciser parce qu'il y en a des fois qui vont peut-être avoir peur de louper ou quoi. Non, je pense pas que vous puissiez le louper. Parce que en fait, la péridurale va enlever les sensations douloureuses, mais on sent, si elle est bien dosée, pas fortement dosée, si elle est bien dosée, cette péridurale, on sent la contraction utérine, on sent la descente du bébé, on sent le passage du bébé, enfin, on sent beaucoup de choses. Ouais, ça enlève juste la douleur. Et le réflexe, on le sent aussi. Donc ça, c'est génial. Donc c'est un des meilleurs conseils en fait qu'on pourrait donner pour le jour de l'accouchement, essayer au maximum quand il y a dilatation complète de peut-être pas pousser de suite et d'essayer d'attendre ce réflexe expulsif. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner pour le jour de l'accouchement? Par rapport à l'épisiotomie, moi j'ai pas mal de femmes qui ont peur de l'épisiotomie. Et il y a plein d'idées reçues par rapport à tout ça et tout. J'aimerais revenir un petit peu là-dessus. L'épisiotomie, pendant très longtemps, elle a été pratiquée par précaution en arguant que c'était pour éviter les déchirures du périnée et que du coup, si le périnée se déchirait jusqu'à l'anus, que ça entraînait des complications plus importantes que s'il y avait une épisiotomie. L'épisiotomie, aujourd'hui, heureusement, on a prouvé que finalement, il n'y a pas tant de déchirures sévères que ça. Il faut savoir que les déchirures sévères qui vont jusqu'à la marge anale, c'est de l'ordre de 0,25 à 8% des cas. Donc c'est très peu. Donc tout le monde ne va pas se retrouver avec une déchirure importante. Et l'épisiotomie, du fait qu'on coupe la paroi musculaire, va se retrouver en fait avec une faiblesse périnéale plus importante après une épisiotomie, donc plus de risque d'incontinence. Que l'épisiotomie, elle n'est plus pratiquée comme avant, elle n'évite pas forcément une déchirure sévère. Après, encore une fois, il faut s'adapter au cas par cas, c'est le médecin qui va décider en fonction de la santé du bébé. C'est ça. Et s'il y a une déchirure de la marge anale, s'il y a une lésion du sphincter anal, il faut qu'elle soit prise en charge par un chirurgien tout de suite en salle de naissance. Et c'est super important parce que il faut vérifier l'intégrité en fait des fibres. Enfin, les fibres en fait c'est des fibres circulaires au niveau du sphincter anal, et donc pour avoir une meilleure récupération après du sphincter, il faut que les fibres elles soient remises en place et recousues ensemble de suite. Parce que
Sinon, ça va venir se rétracter de part et d'autre et du coup, on va se retrouver avec des lésions graves du sphincter anal qui vont être difficiles à reprendre en charge après. Ouais, et ça c'est dans les cas du coup des patientes qui auraient une déchirure de la marge anale. C'est ça. Qui, comme on a dit, ne représente pas du tout la majorité des accouchements, heureusement. Et sinon, il y a encore une autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la poussée sur le ventre pour faire sortir le placenta. Parce qu'une fois que le bébé est sorti, quelques minutes après, il y a à nouveau des contractions pour expulser le placenta, ce qu'on appelle la délivrance. Et c'est important que ce placenta sorte dans son intégrité pour éviter les risques d'hémorragie. Et en fait, très souvent, une main extérieure qui va pousser... Une ou plusieurs. Voilà, qui vont pousser sur l'utérus pour venir sortir ce placenta. Alors que physiologiquement, la maman, si on la laisse faire, elle va avoir tendance à soutenir en fait son ventre avec sa main pendant la sortie du placenta. Et donc du coup, il faut essayer de suivre cette physiologie. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça va être plutôt Bernadette de Gasquet dans son livre qui insiste bien là-dessus, pour éviter qu'il y ait une descente d'organes en fait. Parce qu'en fait, en faisant ça, en poussant sur l'utérus qui vient quand même de donner la vie, on vient étirer encore plus le ligament utérosacré qui a déjà été mis à rude épreuve pendant la grossesse. Et donc du coup, on se retrouve avec donc un étirement important de ces ligaments, donc une entorse en fait finalement, et encore une fois, un risque de descente d'organes. Donc ça c'est important aussi à savoir. C'est important à savoir et c'est important d'essayer de voir si on peut accompagner ces contractions par à nouveau un travail respiratoire. Un travail respiratoire en soutenant ces organes. Ok, et quand là t'as parlé du livre de Bernadette de Gasquet, c'est lequel ? Alors moi je trouve qu'il y en a deux qu'il faut avoir pour le grand public. Il y a mon cours de préparation à l'accouchement du docteur de Gasquet et Mon corps après bébé, tout se joue avant 6 semaines. Et ces deux bouquins-là, je trouve qu'ils sont bien adaptés au grand public et qui donnent pas mal d'idées, de mouvements, de mobilisation. C'est bien illustré, c'est joli, c'est facile à comprendre. Donc voilà, s'il y avait 2 bouquins que je pouvais recommander, ce serait ceux-là. Ouais, donc pour celles qui nous écoutent et qui veulent aller un peu plus loin, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens avec les noms du coup des 2 bouquins dans la description de ce podcast. Après, il y a celui d'Anna Roy aussi qu'il faut que j'achète, mais que j'ai pas encore acheté. Je pense qu'il peut être sympa aussi. Voilà. Je le mettrai aussi du coup, je mettrai le nom de ces 3 livres-là en tout cas. Mais du coup, par contre, le jour de l'accouchement, comment ça se passe ? Parce qu'on entend aussi beaucoup parler des différentes positions pour accoucher. Alors, le tout, c'est d'être bien étiré au niveau du dos et de ne pas avoir une position avachie. Donc, on essaye d'être plutôt allongé, soit sur le dos, ou si on est sur un accouchement physiologique, en fait, on ne va pas réfléchir. Si on est sur un accouchement physiologique, on laisse le corps faire. En général, il trouve la position qui est la plus adaptée par rapport à la position du bébé dans l'utérus et les mouvements du bébé dans l'utérus. Mais sinon, essayer de ne pas s'avachir, essayer d'être en étirement au niveau lombaire pour pouvoir faire travailler le diaphragme correctement et les abdominaux correctement pendant la contraction utérine. Et pour bien pousser, du coup, donc en étant bien installé, bien étiré au niveau du dos, pas avachi, en ne bloquant pas son sacrum et son coccyx, ça c'est important pour que le bébé puisse bien sortir, de pouvoir libérer le sacrum et le coccyx, et d'être bien étiré au niveau du dos. Et à ce moment-là, quand on va commencer à pousser, on va inspirer et souffler très fort pour pouvoir accompagner la descente du bébé. Donc en soufflant, en fait, on va venir rentrer le ventre. Il y a la contraction de l'utérus en dessous qui va faire que le bébé va être guidé vers la sortie, et en fait on va venir augmenter, en fait on va venir doubler cette force en venant faire travailler les abdominaux par-dessus, donc qui vont pousser en plus de la contraction utérine pour vraiment pousser le bébé vers l'extérieur. Et le fait de souffler en poussant et de souffler en freinant le souffle, donc du coup à l'aide du sifflet, pour celles qui sont pas dans un accouchement physiologique, quand on est dans un accouchement physiologique, on va freiner naturellement le souffle, mais le fait de freiner avec le sifflet, ça va permettre d'éviter que le diaphragme remonte trop vite et que du coup le bébé remonte trop vite, parce qu'en fait il va descendre sur chaque contraction et il va remonter un petit peu, et si on souffle trop vite il va remonter, donc au final c'est important de bien contrôler cette expiration et en même temps de bien rentrer le ventre en soufflant pour que les abdos viennent accompagner au maximum les contractions. Donc on est d'accord, en fait c'est aussi important la posture et la position qu'on va prendre le jour J
pour pouvoir du coup bien pousser, bien accompagner le bébé. C'est ça, la posture est très importante. Et t'as parlé aussi du sacrum qui pouvait être bloqué. Alors le sacrum et le coccyx, c'est toute une partie encore du bassin qui va faire que le bébé va passer. Au départ, quand le bébé va s'engager, il faut que le sacrum parte un petit peu en arrière pour laisser la plus grande ouverture au niveau du bassin pour que le bébé puisse sortir. Donc ce qui va être favorisé par ce qu'on appelle la rotation externe de hanche. Donc en fléchissant les jambes et en écartant les genoux, on va être sur une rotation externe de hanche. Donc ça peut être à la fois sur la table d'accouchement en pliant, ramenant bien les jambes vers nous et en écartant les genoux, ou ça peut être sur des positions sur le ballon, ça peut être en étant suspendu, en étant accroupi, etc. Et donc en faisant cette rotation, on va venir ouvrir le sacrum pour laisser le bébé s'engager. Et à la fin, donc une fois que le bébé est engagé, que là du coup il va passer le détroit inférieur, on va demander au sacrum, donc qui a sa pointe un petit peu vers le bébé, la tête du bébé, de partir dans l'autre sens. Donc fait, de faire une bascule dans l'autre sens. Et pour faire cette bascule dans l'autre sens, on va demander aux hanches une rotation interne. Et cette rotation interne de hanche, en fait, va venir écarter jusqu'à 2 cm en fait, les épines ischiatiques. Donc c'est quand même intéressant, on gagne 2 cm rien qu'en tournant les hanches vers l'intérieur. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle la position de chasse-neige. C'est ça. Avec les genoux qui touchent et les pieds qui sont le plus loin enfin, qui sont écartés, on va dire. C'est ça. Le plus loin possible. Ok, donc ça c'est important aussi pour venir libérer ce sacrum-là. C'est ça. Bon, ça après, normalement, vous l'apprendrez autant avec votre kiné qu'avec votre sage-femme, normalement, pendant la préparation à l'accouchement. Exactement. Et tout à l'heure, on a parlé aussi de la différence. Du coup, on conseille plutôt de venir pousser quand on souffle. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on pousse, quand on inspire, on bloque et on pousse? Du coup, en inspirant, on va venir abaisser le diaphragme et on va augmenter la pression dans le caisson abdominal. Et donc, du coup, en fait, c'est cette pression au niveau du caisson abdominal qui va être utilisée en bloquant l'inspiration pour pousser vers le bas. Donc c'est vraiment tout ce qu'on veut pas par rapport au périnée. Parce que du coup, en fait, on vient vraiment à l'inverse de la physiologie et de tout ce qu'on demande par rapport aux pressions qui sont retenues par les abdos et le périnée, et diriger les pressions vers le haut. Là, on va faire un peu l'inverse. On va bloquer le haut, on va bloquer le dos est bloqué derrière, les abdos sont bloqués un petit peu devant, et du coup on va demaber à cette force. Alors effectivement c'est très efficace, mais c'est très délétère parce que du coup c'est vraiment les pressions qui vont faire que le bébé va être poussé vers la sortie. Donc c'est très délétère. Alors que si on vient accompagner par un travail actif, finalement des abdominaux, c'est quand ils sont bien travaillés, qui sont bien préparés, finalement c'est tout aussi efficace, si ce n'est plus efficace. Ouais. Donc c'est bon à savoir. Sans être délétère. Donc on pourra pousser sans être trop délétère pour le périnée en le faisant à l'expiration. C'est ça. On est bien d'accord. Donc si on comprend bien, pour résumer à toutes celles qui nous écoutent encore, ça serait du coup d'essayer de penser à bien découvrir son périnée, bien découvrir ses abdominaux et retenir qu'on peut travailler ses abdominaux pendant la grossesse en se faisant accompagner, donc en les travaillant bien surtout, de bien contrôler sa respiration et surtout apprendre à bien se relâcher. Atteindre le réflexe expulsif le jour J de l'accouchement, dès qu'on a été dilaté, et faire attention du coup à sa posture et à la position qu'on prend pour pouvoir favoriser tous les changements et une bonne respiration. C'est ça ? Oui. Mieux se préparer pour éviter justement tout ce qui pourrait tourner mal. C'est ça. On est d'accord que toute cette liste qu'on vient de donner, en fait, c'est la préparation pour votre marathon. Tout à fait. N'hésitez pas du coup, s'il y a le moindre doute, à consulter votre kinésithérapeute spécialisé ou à voir aussi avec votre sage-femme pour faire la préparation à l'accouchement. Si vous avez mal au dos, c'est pas normal, on n'oublie pas. Donc, il faut aller consulter. Si vous avez des fuites urinaires, c'est pas normal. Aussi. Si on est constipé, qu'on soit enceinte ou non, on met le marchepied. Bon, je pense qu'avec déjà tout ça, vous avez plein de choses à faire chez vous. Donc merci beaucoup Rada d'être venue parler du coup du périnée et de la grossesse sur TechCare. Merci Maïté pour l'invitation. Avec grand plaisir. Bon, je vous souhaite à tous une belle journée et à bientôt. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avec Rada, on espère que cet épisode t'a plu. Et surtout, si tu as des questions, des doutes, n'hésite pas à venir nous contacter directement sur Instagram. Tu as les liens dans la description de ce podcast. Mais surtout, si tu aimes l'épisode et le podcast, n'hésite pas à le soutenir en venant le partager sur les réseaux sociaux ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Je sais qu'on est parfois beaucoup à prendre le temps d'écouter un podcast, parfois long, mais on ne prend pas toujours les 5 minutes pour aller le noter et mettre un avis.
alors que pour autant, c'est ce qui nous aide beaucoup, qui nous motive et qui nous fait chaud au cœur. Alors merci à toi si tu prends ces 5 minutes pour venir me partager ton avis. En attendant le prochain épisode, n'oublie pas, prends soin de toi. Take care.